balobi Maman Marthe nde. Maman Marthe nde. Balobi shop Africa Union. Ezoteka nyonso biloko ya wananini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elengi. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tutakola na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo ezoteka. Bazoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbise za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po Maman Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na apeti. Chongo. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui face à face. On parle sur des questions assez importantes, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent. Mais il est temps d'en parler quand même. La problématique de la guerre à l'est du pays, on parle toujours d'une guerre complexe. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de variables, mais parlons-en quand même. Est-ce que nous n'en parlons pas parce que est-ce qu'on ne connaît pas? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on nous a influencé? Est-ce qu'on est corrompu? Toutes ces questions, on essaiera d'en parler. L'Est, on parle de la balkanisation, de bien d'autres choses. Je reçois aujourd'hui quelqu'un que je vous présenterai bien évidemment, mais il n'est plus à présenter en réalité. Il s'est fait connaître dans ce pays, non seulement par son art oratoire, mais par les nombreuses conférences qu'il a eu à organiser dans ce pays, dans toutes les universités, où on parlait de la balkanisation. Je vous rappelle qu'en ce moment-là, tout était clair, tout était dessiné. Et peut-être que si on n'est pas arrivé là, peut-être parce qu'il y avait un Congolais qui avait dénoncé ça depuis très longtemps, qui a mis les intelligences ensemble pour en parler. Et c'est Freddy Mulumba, aujourd'hui responsable au niveau de la RTNC, mais il ne vient pas répondre en cette qualité-là. C'est un analyste aussi, on en parle aujourd'hui. Monsieur Freddy Mulumba, comment allez-vous? Très bien, cher ami. Je rappelle que ça fait plus de 10 ans que... Non, je vais dire 10 ans ou 12 ans que je vous suis à la télévision, avec la balkanisation, avec la conscience de l'intellectuel, son rôle à jouer dans un pays comme le nôtre. Ben, on se pose la question, comment vous faites pour tenir longtemps? Oui, je pense qu'il n'y a pas de miracle. C'est parce que nous, on a eu la chance d'avoir une conscience peut-être avant les autres. Donc, ceux qui voient déjà peuvent éclairer les autres. Il faut dire que j'ai eu cette conscience quand j'ai fait mes études en Belgique. Faculté universitaire catholique de Mons, j'ai préparé mon travail de fin d'études sur... je me posais une question, donc c'était en 1992. Pourquoi on est parti du multipartisme vers un parti-État? Ça m'a permis de passer 8 mois dans la bibliothèque à Bruxelles. C'est là que j'ai découvert notre propre histoire, qu'on ne connaît pas ici. Au lieu de se révolter, je pense qu'il fallait mettre ça au service de notre peuple. Parce que ce qui est important ici, c'est éclairer notre peuple. Tout ce qu'on a connu comme malheur, misère, dans notre propre histoire. Et je suis arrivé à la conclusion de mon travail, si la démocratie a échoué ici, si les partis politiques n'ont pas marché, c'est parce qu'il y a eu un héritage colonial. Donc les dirigeants qu'on a eus, tout le monde qui a été formé par l'école coloniale, n'a reproduit que tout ce qu'il avait appris. Ce qu'on appelle la socialisation politique. Donc il ne fallait pas attendre quelqu'un qui a vécu dans une dictature de reproduire un modèle démocratique, ça c'est une illusion. Mais l'autre élément, c'est la nature de l'État. L'État qu'on avait construit, ce n'était pas un État pour le peuple congolais, c'était un État au service des intérêts étrangers, au service du capital. Et ceux qui accédaient devraient travailler pour ces multinationales. Donc nous sommes encore dans cette vision jusqu'à présent. Heureusement, on vient de connaître une rupture. Peut-être beaucoup de gens ne comprennent pas. Il faut du temps pour que les gens se réalisent avec les dernières élections. D'abord, ça a été financé par le Congo. L'élection du président Tshisekedi, il ne dépend pas de l'étranger. C'est le peuple qui l'a élu. Donc il y a cette rupture-là. C'est toute la première fois dans l'histoire de notre pays qu'on ait un chef de l'État qui ne dépend pas de l'étranger. Ce qui est positif. Et puis, avec cette rupture,
je dirais, la fin, donc les actes de la conférence de Berlin de 1885 ont volé en éclats. C'est fini, donc nous entrons dans une autre période. Donc, l'État tel qu'il a été construit pour les intérêts étrangers doit être réinventé pour les intérêts du peuple. Voilà pourquoi vous avez des idées un peu importantes que des leaders importants ont essayé un peu de développer. Vous avez les premiers, c'est Laurent Désiré Kabila, qui a rappelé à tout le monde, ne jamais trahir le Congo. Et vous avez le deuxième, qui est mort sans accéder au pouvoir. C'est Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Je pense que ce sont des idées, des concepts. Si vraiment on a encore des élites lucides d'étudier ça. Alors, mais il y a tellement de questions à aborder là-dessus, de controverses profondes sur la question. On dit, par exemple, si on n'a pas organisé les élections avec l'aide étrangère, si on n'a pas été soutenu par les autres, parce que Kabila l'a voulu, est-ce qu'il refusait d'être contrôlé et donc il s'est choisi un candidat, il s'est choisi un président. C'est ainsi qu'on a aujourd'hui la question de la légitimité que Kabila a nommé Félix Tshisekedi. Alors, est-ce que nous sommes partis du colonialisme occidental pour venir dans un colonialisme congolais maintenant, avec un Congolais qui s'est choisi des dirigeants? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut imaginer les choses? Bon, je pense que le problème ici, il faut laisser l'histoire. On saura traiter cette question après peut-être 10 ou bien 20 ans. Parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé réellement. Qu'on ait fait les élections, on a refusé la présence de l'Union européenne et la MONUSCO. Tous ces deux institutions ne travaillent pas pour le Congo. Voilà pourquoi il faut relire l'histoire de ce pays depuis 1885. Ça, ce sont les interprétations des individus. Mais il faut que chacun laisse, pour moi, je laisse l'histoire faire son travail. Et vous pensez que c'est tôt de voir clairement ce qui s'est réellement passé? Donc, je pense qu'on n'a pas toutes les informations. Oui, il faut attendre. Donc, il y a des gens qui spéculent, ce qui est normal, chacun a la liberté de penser. Chacun a son point de vue. Il faut que les gens donnent. C'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. On ne peut pas interdire aux gens de parler. Mais c'est après 5-10 ans que les historiens vont s'y mêler pour savoir ce qui s'est passé. Je te prends un exemple un peu banal, pas banal, mais sérieux. Quand on a tué Lumumba en 1961, dès le départ, c'était quoi? C'était Tshombe et Munongo qui l'ont assassiné. Après plus de 20 ans, il y a eu un Belge qui garde là-dedans le Lumumba. Qui a assassiné qui? C'est après 20 ans, 30 ans. Donc, moi, j'ai dit, quand il y a des événements, il faut prendre du recul. Prendre du recul, parce qu'en ce moment, il y a des émotions, la frustration. On n'a pas toutes les informations. Oui, on n'a pas toutes les informations. Donc, laissons les gens parler, mais ce qui est important, que le Congo soit stable, que le Congo redevienne puissant pour l'Afrique. Aujourd'hui, dans le monde des médias, il faut le reconnaître, vous êtes les dépositaires de l'histoire, de ce qui s'est passé dans notre pays. Mais si un enfant vous posait la question aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'est de la République? Ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à mettre terme à cette histoire, au point que ceux qui naissent à l'est du pays naissent condamnés avant même leur naissance. Qu'est-ce qui se passe exactement sur cette partie de la République, dans cette partie de la République? Il y a deux choses. La première chose, donc la première question, c'est par rapport aux mutations géopolitiques que nous, on ne contrôle pas. Deuxième, c'est par rapport à l'interne. D'abord, par rapport à la gestion de la mutation géopolitique. Vous savez, le Congo, ça a été une création du capitalisme occidental prédateur. Donc, on est entré dans la mondialisation sans que les autres soient présents. Le Congo, c'était un État avant d'être une colonie. Mais cet État-là, ce n'est pas un État moderne. C'était considéré comme une entreprise où on devrait avoir à la tête de cette entreprise un capital qui était Léopold II. Un bien propre à lui, d'ailleurs. Non, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas vrai. Léopold II a géré les intérêts des multinationales. Et de 1885 jusqu'en 1906 et 8, parce qu'il avait fait un génocide contre les Congolais, à cause du caoutchouc qu'il devrait fournir donc, pour le capitalisme international avec la modernisation de l'industrie, avec les pneus. Donc, il a tué des gens, on parle de 10 millions de morts. Et en 1908, on a pris la Belgique, le Congo, on a annexé à la Belgique. C'est devenu une colonie. Mais la Belgique ne veut pas le contraire du Congo. La Belgique n'a joué que le rôle, c'est ce qu'on appelle d'un commissionnaire. Donc il fallait garantir, sauvegarder les intérêts de toutes les grandes puissances
qui était à la base de la création du Congo en 1885. Donc, ce que nous vivons maintenant, c'est cette situation liée aux accords que Léopold II avait signés avec ses multinationales, surtout anglo-saxons, américaines, britanniques, hollandaises. Mais donc, c'était un consortium international qui était à la base de la création du Congo. Et ils avaient signé des contrats de 1900 à 1900, je pense, 25, 26, avec ces groupes, ces hommes d'affaires, ces industriels. Ce qu'on appelait des contrats de concession. Et il a fait au Katanga et au Kivu. C'est là où il y avait des grandes entreprises anglo-saxonnes. Et ces contrats, c'était pour 99 ans, on peut dire un siècle. Et tous ces siècles, tous ces contrats sont arrivés à la fin. Entre 1990 et 2011. Et c'est pendant cette période qu'il y a eu beaucoup d'instabilité, qu'il y a eu beaucoup de guerres. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, il y a le professeur Benjamin Lalé qui a publié un grand ouvrage, c'était sa thèse de doctorat sur les aspects juridiques de la crise au Congo, de 1860 à 1860 à 1900, je pense, 60. Là, il y a tout expliqué à l'intérieur. Donc, si je donne ces livres, c'est pour que les gens se réfèrent au moins. Donc, c'est pendant cette période qu'on a eu toutes les guerres. Ça a commencé avec, selon Benjamin Lalé, avec Mobutu qui avait déclaré la démocratisation. Mais c'était pendant la période où le comité du Katanga, qui avait des concessions de Léopold II, est arrivé à la fin, donc les bails. Et pendant cette période, Mobutu a déclaré, il a fait ce qu'on appelle la démocratisation. Mais les autres, leurs problèmes, c'était quoi? Reconduire leur contrat de 1885. Voilà pourquoi, quand nous parlons ici, là-bas en Occident, on pense que les richesses du Congo, les mines du Congo, appartiennent à ceux qui avaient signé des contrats avec Léopold II, et on doit toutefois rétablir ces contrats. Et vous allez voir, quand on a fait les accords, on a signé, et le président Kabila a promulgué le code minier. Ça n'était pas facile. Parce que ça a remis en cause les accords qui étaient signés en 1885. Les gens n'étaient pas d'accord. Voilà pourquoi il y a la guerre. Donc quand on ne comprend pas cette guerre, sous cette dimension historique, on ne peut pas s'en sortir. Mais maintenant, sur le plan géopolitique, la Chine apparaît comme une grande puissance. D'ici 2024 déjà, ce sera la plus grande puissance économique devant l'Amérique. Ceux qui avaient signé des accords de Berlin avec Léopold II, qui pensent que le Congo c'est une entreprise internationale, n'acceptent pas que la Chine mette ses pieds ici. Voilà le conflit. Donc, on a armé l'Ouganda, on a armé le Rwanda, et puis aussi le Burundi. C'était pour mettre la main sur les richesses du Congo. Ça, c'est du côté, je dirais, un peu géopolitique. J'en parlerai encore plus tard. Et vous avez, oui, d'abord géopolitique, vous avez, quand le président Bill Clinton est arrivé au pouvoir, et c'est pendant cette période que la Chine commence à émerger, il fallait barrer la route. J'ai amené les livres, tu peux les prendre. Les premiers, c'est celui-là. Africa. C'est Africa News Leader. Ok. New Leader, je parle pas anglais. Donc... oui, tu peux le lire. Oui. On lit où? Non, toujours? Oui. Démocratie or State Reconstruction. Démocratie or State, ou bien Reconstruction. Mais c'est écrit par Marina Ottaway. Donc, ils ont produit une pensée. Que comme la crise, l'Afrique centrale est en crise, donc c'est une façon de masquer pour barrer la route à la Chine, qui avait des ambitions sur les minéraux du Congo, qu'il fallait qu'il y ait des leaders, de nouveaux leaders pour la nouvelle renaissance africaine. Et parmi ces leaders, vous avez Kagame, Museveni, Averroes, je pense celui d'Éthiopie, celui encore d'Érythrée. Pour les Américains, c'était un nouveau leader qui devrait permettre à ce qu'on puisse avoir une nouvelle renaissance africaine. Et ça coïncidait au même moment avec les hommes d'affaires d'Arkansas, qui étaient proches de Bill Clinton, de monter cette guerre ici, contre le Congo du temps de Mobutu, du Zaïre. Je pense que j'étais encore jeune quand la guerre a commencé. Oui, mais dans l'histoire, on est toujours. Il faut relire l'histoire de cette période. Vous allez comprendre
quand Bill Richardson est arrivé, s'il y avait Mobutu, c'est fini, vous devez partir. Et Mobutu a déclaré, m'a poignardé dans les dos. Retenez ça. Donc c'était sa fin. Mais dans leur calcul, il avait déjà donné, faire les choix sur les nouveaux dirigeants, parmi lesquels c'était Museveni, Kagame et les autres. Kagame et les autres. Et pour les problèmes du Congo, on a tellement... Donc les deux, ils sont arrivés avec l'AFDEL, qui a été monté dans ce cadre de Africano Leaders. C'était qui a été monté, ils arrivent ici à Kinshasa, Musée renverse la pyramide. Il n'a pas voulu accepter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous a assassiné. Joseph arrive. Mais c'est lui qui signe le contrat. Oui. D'ailleurs, on va aller chercher ailleurs. Ce n'est même pas lui qui était choix. Et en fait, c'était un pion qu'on a voulu utiliser et qui se retourne ici. Dans le premier à trahir, si on doit suivre la logique, c'est lui-même qui a trahi. Oui, vous ne savez pas, la politique est très complexe. Imaginez-vous si Musée avait refusé. Aujourd'hui, on pouvait arriver à ce qu'il soit au pouvoir. C'est une question. Est-ce que si Musée avait dit, je ne pars pas, Mobutu pouvait rester même 1000 ans avec tout ce qui était déjà pourri là. Est-ce qu'on pouvait dire que Musée, comment dirais-je, est-ce qu'il serait au pouvoir aujourd'hui? Je te prends des faits. Musée arrive à... Donc quand Mobutu est parti, Musée est à... J'étais encore au potentiel, là. J'étais général du potentiel, journaliste là-bas. Musée s'autoproclamé président. Alors auparavant, ce n'était pas lui. C'était Bouguera. Et pour les Rwandais et l'Ouganda, il fallait avoir à la tête du pays un groupe d'individus qui devraient dépendre d'eux. Musée Makizar, il a déjoué le coup. Voilà pourquoi on l'a assassiné. Musée déjoue, il arrive à Kisangani. Les images sont là. Voilà l'importance de l'histoire. Musée fait un discours dans les stades. Il y avait un envoyé spécial, je pense, aux Nations Unies, qui était un Algérien. Il était derrière Musée. Musée prend parole. Il dit aux étudiants, donc dans le stade, on fait comment? Tout le monde répond Kinshasa. Quand vous regardez de plus près, pourquoi Musée l'a fait? Parce que dans les calculs, il fallait que Musée s'arrête à Kisangani. Ah ouais, donc l'Est, parce que dans les calculs de système international, ce qui les intéresse, c'est les coffres forts du Congo. À partir du Katanga jusqu'à Ituri. Donc tout ça, c'est là où se trouvent les richesses. Donc si Musée s'était arrêté là-bas, c'était fini, le Congo allait imploser. Musée a fait le contraire, il a demandé à la population d'aller jusqu'à Kinshasa. Mais ici à Kinshasa aussi, je vous rappelle que quand Mobutu est parti, et Musée devrait arriver ici. Ça, il y a un conseil spécial de Mobutu qui est un ami qui m'a parlé. 3 jours avant l'arrivée de Zafdel ici. À Brazzaville, il y avait des troupes belges, françaises et américaines. On est venu voir Tshisekedi pour lui dire non, est-ce que tu acceptes de prendre le pouvoir? Et les troupes américaines, belges et françaises entrent. Comme ça, vous êtes président. C'est qu'il a refusé. 3 jours avant. Ça, c'est le conseil spécial de Mobutu qui m'expliquait. Ce qu'il leur a dit, moi, c'est la démocratie. Et l'homme... Il faut que je sois élu par le peuple. Il dit, c'est le peuple, oui. Et l'homme me dit, Mobutu, il me dit, comme tu sais qu'il a refusé, dans 3 jours, le AFDEL arrive à Kinshasa. Ça vous est entré. Prenons une hypothèse. Ce qu'il a accepté d'être à Kinshasa comme président, nous est l'autre côté. La balkanisation est là. Donc, le Congo est divisé. Ce sont des effets historiques. On laisse les historiens venir expliquer les choses. C'est pour laquelle j'ai dit il faut prendre beaucoup de recul. Quand vous dites que Musée était manipulé, Musée était pion, ça peut arriver en histoire. Oui, mais j'ai lu, par exemple, l'ouvrage des francs CFA de Laurent Gbagbo, qui explique la déchéance de l'intellectuel africain. Et puis, on peut lire aussi les travaux du professeur Théophile Obenga, qui explique qu'il y a une déchéance, exactement de la même manière, la déchéance de l'intellectuel africain, qui lit plus les écrits des autres. Et on estime que vous avez été déformé par eux. Vous, par exemple, vous avez étudié en Belgique et dit, vous avez grandi intellectuellement dans ces formats-là pour accepter tous les ouvrages. Si on vous présente aujourd'hui, par exemple, 5 livres écrits par les Congolais sur la question de l'Est, et on vous présente 5 livres écrits par les Belges sur la question de l'Est, je crois que vous allez pencher beaucoup plus sur le Belge. Vous croyez qu'eux, ils sont mieux outillés et que nous, on n'est pas assez outillés. Non, non. Oui. Donc, moi, je t'amène des livres. D'accord.
Susan Rice. Non, Susan Rice, après, on va parler après. Très Donne-moi bien. les deux là. Les deux. Il y a Jean Pissi et Philippe Bioya. Ok. Avec qui d'ailleurs vous avez écrit un livre aussi? Effectivement. D'accord. Il y a Le Jean regretté Pissi Bioya. qui a écrit Kivu RDC, la paix à tout prix. Oui. La conférence de Goma, du 6 janvier au 23 janvier 2008. Cette conférence s'est tenue quand Obama entrait à la Maison Blanche. Il y a des signaux qu'il faut très bien comprendre. Et Bioya a écrit le deuxième, la géopolitique de l'instabilité dans la région des Grands Lacs. Et réflexion sur les réfugiés, ces acteurs auteurs d'imitation géopolitique. Donc, quand vous prenez ces deux ouvrages, les premiers, c'est de Jean Pissi, il est déjà décédé malheureusement. Et Bioya aussi d'ailleurs. Eh bien, ils se sont tous décédés pour dire qu'on lit les Congolais. Ouais. On ne dit pas seulement les Belges. Il y a quand même un Belge ici. Ouais. Donc, en montrant que la guerre au Kivu a des racines. Donc, ça, c'est maintenant, j'avais parlé de l'extérieur. Exact. Non, non, Maintenant, intérieur. interne. Ah, très bien. A des racines dans ce qu'on peut appeler l'ethnie, l'ethnicité. Oui. Donc, pour Bioya, il explique que c'est. On utilise, on instrumentalise les réfugiés, pas des réfugiés, pour déstabiliser ou reconfigurer la géopolitique des Grands Lacs. Donc, il part de l'idée, on est parti de Museveni, qui a eu le soutien de la Tanzanie avec Nyerere pour chasser Yamin Dada. Museveni s'installe et c'est grâce aux réfugiés rwandais, en particulier Tutsi. Je n'aime pas utiliser ce mot parce que ce sont des fabrications occidentales. Ce n'est pas africain. Quoi, les Tutsi, moi je ne crois pas. Tutsi ou toutes vos histoires de tribus là sont des fabrications. On va en parler un autre jour. Oui. Donc, c'est un sujet important. Sur les questions de Nyamulenge aussi, on en parlera peut-être. Ok, on va en discuter ici. Donc, il y a ces réfugiés rwandais qui ont été utilisés par Museveni pour accéder au pouvoir. Ils arrivent au pouvoir là-bas, ils avaient occupé des postes importants. Et la population qui est sur place n'a pas voulu que les réfugiés rwandais prennent des postes importants dans l'armée, c'est-à-dire renseignement ou autre. Museveni est obligé de les faire partir, donc de les aider pour rentrer chez eux. Voilà comment la guerre des FPR a commencé. Et de là, ils arrivent, pour arriver au Rwanda, tous les réfugiés rwandais en particulier, entre guillemets, Tutsi, ils étaient mis ensemble pour enlever ceux qui étaient au pouvoir. Parce qu'ici, il faut relever une chose. Pour comprendre la question de Tutsi et Hutu au Rwanda, tout comme au Burundi, c'est les Belges, sont des Belges, la colonisation belge. Encore eux. Oui, c'est pour comprendre les racines. La colonisation belge, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait utilisé d'abord la dynastie du roi, parce que quand on parle de Tutsi ou Hutu, là, il n'y a pas de différence. C'est du jamais vu qu'on voit tous les Noirs avec la même culture, la même histoire, mais on vous dit qu'il y a Tutsi et Hutu. Oui, mais selon eux, les tribus. Moi, je ne crois pas comme vous, d'ailleurs. Oui, ce sont des classes, peut-être on peut appeler des classes sociales. Des classes sociales, oui. En quelque sorte, on ne peut pas parler de Tutsi et Hutu entre les deux, les gens. Mais ils n'ont pas la même Rwanda. morphologie aussi, on va dire. Non, non, ça c'est du racisme créé de toutes pièces. D'accord. Vous trouverez des Congolais qui sont comme des Tutsis. Vous ne pouvez pas dire tout le monde est Tutsi. Oui, je connais. Il y a des fois même au Burundi, au Rwanda, tu verras des Hutus. Tu vois quelqu'un, tu vois la physionomie, parce qu'on dit les Tutsis ont des nez comme ça. Oui. Tu vois quelqu'un avec les nez. Oui, ce sont des créations, toutes des constructions. Et cette construction est héritée de la colonisation. Et dans la politique coloniale, c'était divisé pour mieux régner. Et au Rwanda, par exemple, c'était, il y avait les royaumes des rois. Le Rwanda était déjà un État avant que la colonisation arrive. Et ceux qui étaient au pouvoir ont eu à travailler avec l'État colonial belge. D'abord, c'était les Allemands, après, c'est la Belgique. Et à quelques jours, à quelques années de la conférence, pardon, de l'indépendance, qu'est-ce que la colonisation a fait? Et ceux qui demandaient maintenant beaucoup plus l'indépendance, qui voulaient l'autonomie, c'était que c'était au pouvoir. Donc, la royauté. Entre-temps, la Belgique voulait rester présente. Et déjà construit les histoires entre Hutu et Tutsi, pour ne pas dire entre Flamands et Wallons. C'était tout un héritage. On a monté les Hutus pour faire la révolution contre les rois qui étaient au pouvoir. C'est comme ça qu'en 1959, tout le monde qui était proche du pouvoir, cette classe qui était au Rwanda avec la royauté, était obligée de se disperser à travers toute l'Afrique. Une partie est venue chez nous,
en Tanzanie, au Rwanda. Ils sont partis en fouillant les génocides, quoi. Parce que les Hutus, dans les temps, tuaient les Hutus, les Tutsis. Et ils sont partis. Mais Regardez maintenant ce qui se passe. La colonisation occidentale installe les Hutus au pouvoir. Ils ont travaillé pendant longtemps avec eux. Ils se rendent compte que maintenant, les intérêts changent. Comment jouer pour récupérer la situation? Qu'est-ce qu'on fait? On monte maintenant les Tutsis. les anciens qui étaient sortis, la classe était de la royauté, je n'ai pas parlé de Tutsis et Hutus. D'accord. Cette classe-là, ces réfugiés ont été armés. Qui les arme, c'est les Occidentaux, la Belgique, on va dire. Non, cette fois-ci, ce n'est pas la Belgique, Mm. ce sont les Anglo-Saxons, en particulier les Américains, Mm. qui ont placé, on peut parler des Américains, pas tous les Américains, qui ont maintenant mis le Tutsi, qui ont donné des moyens avec leur situation en Ouganda, qui est obligés de retourner chez eux. C'est comme ça qu'ils sont retournés par la guerre. Donc, à tout moment, ce que Bioy explique, pour une question géopolitique, on utilise ces réfugiés pour reconfigurer Mais beaucoup de livres ne l'Afrique parlent des Grands Lacs. Beaucoup de livres ne parlent pas de cette façon-là. Je veux dire que, parce que vous ne partagez pas, sinon le prof Bioya ne partage pas l'opinion de M. Onana, Charles Onana. Il ne partage pas non plus l'avis de Mbeko, et surtout pas l'avis d'autres Congolais. Le nom va revenir certainement. Il était dans les services de sécurité ici. Rwanda. Voilà, ils ne partagent pas parce que pour eux, c'est les Tutsis, c'est eux les problématiques, c'est eux qui veulent contrôler toute l'Afrique, c'est eux qui maintiennent le problème à l'est du pays, c'est eux qui sont à l'origine de ce qu'on a appelé l'occupation congolaise, qui continue d'ailleurs à appeler ça comme ça. Alors, mais par contre, vous revenez un peu plus en avant pour dire que, si on comprend, ils réagissent en fonction de ce qu'on leur a fait. Et on a cultivé un esprit de vengeance, on les arme selon qu'ils veulent. Finalement, qui a raison? Non, je pense que les travails, c'est ça parce que j'ai dit, il faut éviter que les politiques parlent beaucoup plus. Il faut laisser le temps aux historiens. Qu'il y ait un débat. Le problème est qu'on ne veut pas faire les débats de fond. Si on va faire les débats de fond, je pense que le problème entre Tutsi et Hutu sera résolu. Il y a un livre qui est bien écrit par Elie Kambokolo avec Jean-Louis Ancel, Au cœur de l'ethnie. C'est tellement scientifique. Expliquer à quel niveau la dimension entre Tutsi et Hutu est apparue. Auparavant, ça n'existait pas. Oui. Ce sont des constructions. Il faut diviser pour mieux régner. Mais Kagame profite de ça, il faut le dire. En fait, il n'y a pas... je vais vous parler ici. On parle d'ethnie Tutsi et ethnie Hutu. Quelle est la différence culturelle entre Tutsi et Hutu? Les Les autres sont des éleveurs, il paraîtrait. Ce sont des constructions. Oui, des constructions. Il dit que les constructions. Tutsis sont des éleveurs Oui, et les mais Hutus, c'est... Qui a dit ça? Oui. Qui a dit ça? C'est encore une fois les Blancs qui écrivent des livres. Exact. Voilà maintenant, ils utilisent ça Oui, pour diviser. exact. Et vous avez des Tutsis, entre guillemets, qui pensent, parce que, je te prends l'exemple. Il y a dans notre pays, donc là, l'agglomération belge, il y a eu des conflits, 4 grands conflits ici, qu'on peut appeler ethniques, qui ne sont pas des conflits ethniques, entre Bakongo et Bangala à Kinshasa, entre Balo Balolo à Luambourg, entre Kassai et Katangé à Lubumbashi, à Katanga, et entre Hutu et Tutsi au Rwanda. Et dans ces conflits, il y a des éléments psychologiques. On a fait croire à certains que vous êtes supérieurs aux autres. Ça donne aux uns une certaine fierté, Oui. nous sommes supérieurs, aux autres, une frustration. Voilà, ces éléments sont des constructions. Et donc une autodéfense finalement. Oui, mais c'est ça, à cause de ça qu'il y a l'affrontement. Donc, comprendre que tout ça, ce sont des créations, ce sont des constructions, il y a aussi moyen de dire, nous devons les construire. Il suffit que l'Afrique, jusqu'à présent, tu viens de le dire, notre histoire, tout ce qu'on lit, sont les livres des autres. Oui. Donc, il faudrait que les Africains parviennent à écrire eux-mêmes. Ben, il faut avoir vos propres centres de recherche. Parce que si vous voulez aller faire des recherches, vous allez, par exemple, vous êtes allé 8 mois dans une université étrangère, parce que là, au moins, c'est documenté. Mais ici, vous n'avez pas le temps de le, vous n'avez pas assez d'ouvrages. Et avec on nous a fait croire qu'on était dans la tradition orale, donc on n'a pas des écrits, finalement, on est compliqué. Non, c'est une erreur. Oui. C'est parce qu'il on ne connaît pas l'histoire de ce pays. Exact. On n'est pas avec Mobutu. Mobutu a fait quelque chose de grand ici. Bien qu'on n'était pas d'accord avec les partis États, il y avait l'Institut Mabakanda Kabobi. On produisait la pensée. Aujourd'hui, on parle de comment dire, recours à l'authenticité. Ce n'est pas l'invasion de Mobutu. C'est parti de Mabika Kalanda, la remise en question. À un moment donné, les gens commençaient à réfléchir, non, c'est pas normal.
nous devons remettre en cause tout ce qui est devenu de l'extérieur. Pour ceux comment, les plus âgés que nous, qui étaient à Lubumbashi, le conflit entre Ngale et Mudimbe, sur ce qui disait Mudimbe était tellement proche de la pensée occidentale, Ngale disait il est proche de la pensée africaine. C'était un affrontement intellectuel. Et des idées. Des idées. Ouais. Aujourd'hui, il y a un vide. Comme vous êtes encore jeune, vous ne savez pas qu'il y avait un travail qui est fait ici. Donc, si nous voulons nous en sortir... Si on lit quand même pour savoir un peu ce qui s'est passé. Non, il faut vous reconnecter. Vous pouvez lire. Quand on dit reconnaître, ça se fait qu'il y a des chercheurs qui doivent reprendre le travail qui a été fait par les Congolais. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de publications. La plupart des publications sont à l'université. Malheureusement, nos hommes politiques ne font pas appel aux chercheurs congolais. Il y en a beaucoup qui ont publié. Banzamal n'a pas fait sa thèse en Europe. Banzamal a fait sa thèse à l'Indonésie ici. Va demander à nos hommes politiques combien ont lu. Le professeur Kanama, d'ailleurs, pour moi un savant, vous avez écrit un livre avec lui, il parle de l'imbécilisation collective. Mais imaginez-vous, et non comme Kamane vient ici, on ne l'écoute pas. Il suffit d'avoir un petit expert qui vient de Harvard, même s'il connaît le Congo, tout le monde est par terre. Donc le travail à faire, c'est désaliéner notre élite politique d'abord, intellectuelle. Donc, généralement... Mais pourquoi on ne vous croit pas? Est-ce que c'est pas parce que vous êtes prêt à vous faire acheter, à vous faire corrompre? On dit ça, on dit que le Congolais, il est toujours attaché à sa culture, à son ethnie, au point que même quand il veut écrire, c'est un rapport qui a été fait par beaucoup de personnes, ils ont estimé que tous les chercheurs, je vais le dire comme ça, je prends le risque quand même de le dire, mais tous les chercheurs qui sont de l'ethnie Luba, par exemple, avaient tendance à écrire des choses dans l'avantage d'Étienne Tshisekedi parce qu'ils appartenaient un peu dans cette culture-là. Et tous les chercheurs qui avaient l'appartenance de Kabila, de Mobutu, ont eu tendance à déifier Mobutu, à ne parler que du bien de Mobutu. En ce moment, lorsque l'ethnie gangrène l'esprit de l'intellectuel, finalement, les travaux sont nuls. Non, je ne pense pas qu'il y a l'ethnie au niveau de l'intellectuel. Ce sont des politiques. C'est là où il est dit qu'il faut faire la part des choses entre un intellectuel et un politique. Ça, ce sont des politiques, mais qui ont des statuts d'intellectuels ou bien de conseils d'université. Je suis d'accord avec vous sur la question. Mais parce que quand on dit on est intellectuel, on est à la recherche de la vérité. La vérité est au-dessus de tout. Ça n'a pas de couleur, ça n'a pas de tribu. Mais quand vous voyez un intellectuel qui s'attache à sa tribu, il n'est plus. La vérité, c'est au-dessus. Et vous allez voir, prends un homme comme Mudimbe, qui peut nous dire Mudimbe de quelle province. Aujourd'hui, Mudimbe vient de produire une grande pensée sur toute l'Afrique. Mais il est congolais. On n'en parle pas. Donc, il ne faut pas tomber dans des clichés qu'on considère extérieurs. Si, par exemple, tu commences à dire la vérité, on te colle une étiquette pour te discréditer. Tu vois? Et comme nos médias aussi sont responsables, je prends l'exemple. Actuellement, les débats dans nos médias, c'est le tribalisme. Je n'ai pas vu un débat de fond. Ça signifie que... En commençant par chez vous, la RTNC, le média national. Oui, on en parlera un autre jour. Ouais. Ici, je ne suis pas la RTNC, je suis venu comme journaliste, comme politologue. Donc, quand vous prenez les débats, vous voyez qu'il n'y a pas de débat de fond. On emmène des individus qui viennent parler de leurs émotions. Mais où sont passés les intellectuels? Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une guerre idéologique tribale? Non, ça n'existe pas. En fait, la tribu, c'est quoi? La tribu, c'est quoi? C'est un canal par lequel un individu qui a besoin d'accéder au pouvoir ou bien avoir des biens matériels passe en mobilisant ses frères. C'est tout. Il n'y a rien d'idéologique. Et généralement, quand on accède au pouvoir, tous les villages n'est pas servi. L'exemple de Mobutu est là. Oui. 32 ans après, aller à l'Équateur aujourd'hui. C'est une véritable... Aller à l'Équateur, il n'y a rien. Mais Kabila aussi, 18 ans, le Katanga est toujours celui qui est là. Donc tu vois, ça signifie que la dimension tribale, c'est quelque chose qu'on utilise pour accéder au pouvoir. Très bien. Et comment manger à la mangeoire. Je voudrais qu'on évolue sur la question de l'Est. Encore une question, M. Freddy Mulumba. Pourquoi les présidents congolais ont du mal à indexer véritablement nos agresseurs? Pourquoi on a comme l'impression que c'est nous qui sommes obligés d'être polis, d'être conciliants, d'être humbles, alors que les autres ne sont pas là? Vous avez vu l'ambassadeur rwandais qui a tenu des propos discourtois ici au Congo, personne n'en parle, le peuple se soulève, on le chasse. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, devant les Nations Unies, a eu du mal à citer le Rwanda, un peu comme Kabila avait du mal à citer le Rwanda aussi. Qu'est-ce qui se passe? On a autant peur? Non, d'abord des choses. L'homme politique négocie la nuit.
il faut qu'il soit diplomate quand il parle. Concernant la question de la balkanisation, je rappelle, personne n'a peur. Kabila en a parlé, Tshisekedi en a parlé. Mais très timidement. Hein. Non, le problème n'est pas celui-là. Tshisekedi en a parlé et Mouzé en avait parlé. La question, pourquoi dans les médias il n'y a rien? Pourquoi les élites intellectuelles ne reprennent pas ça? Pourquoi les politiques ne reprennent pas ça? L'exemple actuellement avec les discours du président Tshisekedi, le dernier et l'avant, il a indexé clairement les Congolais ici, donc, fils du pays, les pays limitrophes, les grandes puissances et les multinationales. Il a parlé clairement. Oui, mais limitrophe, ça ne veut rien dire. Non, non, mais on tout le monde le connaît. On a 9 pays voisins, Non, mais ce n'est pas les 9 pays qui nous agressent. je pense pas nous que... connaissons les agresseurs. Non, non, je ne pense pas que l'Angola pille le Congo. Non, pas. Tout le monde le connaît. Est-ce que Ouais. non, il a déjà parlé en tant que politique. Maintenant, la question que je pose la question, pourquoi il n'y a pas de débat au Parlement? Pourquoi il n'y a pas de débat dans les médias? Ça signifie quoi? Il y a des choses. Nous sommes un peuple traumatisé d'abord. Tout le monde a peur de la mort. Du fait que Mobutu a été coupé en morceaux. Pardon, Lumumba. Et il n'a même pas de tombe. Traumatisé aussi pourquoi? Parce que Moussa Kabila a été assassiné ici. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas qui l'a tué. Donc, ce sont des choses que, quand un peuple a vécu comme ça, il y a ce traumatisme. On a aussi peur de la mort, on est quand même humain. Mais bizarrement, le peuple est prêt à citer le Rwanda Non, toujours. D'ailleurs, on a vu Mozi, toi, parler du Rwanda, qu'il fallait faire Non, la non, guerre au la- Rwanda, mais c'est la politique qui l'a empêché de Non, continuer. non, n'entrez pas. Le problème ici, c'est qu'il ne faut pas voir des individus. C'est comprendre les faits. Pourquoi le Rwanda? Tout le monde le connaît. Pourquoi l'agresssion ne parle pas? Vous parlez au niveau des médias. Nos médias, il y a d'abord une chose. Je me suis très dur. Hein. On n'a pas de grands journalistes ici. Quand le journaliste, il y a un fait, on donne, on analyse. On est dans des polémiques. Et deuxième chose, nos médias sont financés à l'extérieur. Quand on vous finance par quelqu'un, tu vas orienter la ligne éditoriale. Tu ne seras pas libre. Voilà ce qui pousse, ce qui fait qu'on ne peut pas parler aujourd'hui. Mais n'oubliez pas, nous sommes en face d'une machine capitaliste très puissante. Est-ce que vous pensez que tous les hommes politiques ne sont pas au courant? Ils sont au courant. Oui. Mais il y a une forte pression. Ça signifie quoi? Il faudrait à un moment donné que les intellectuels prennent leur position. Parce qu'un homme politique, on ne demande pas de dire la vérité. Un homme politique est là pour décider. C'est aux intellectuels de s'assumer. Ce n'est pas normal. Pendant 20 ans, je dis pendant 20 ans, on tue des gens à l'Est. Et vous avez une affaire de 10 à 10 millions de Congolais qui sont morts. À Kinshasa, on est dans des questions secondaires. Qu'est-ce qui arrive? Mais vous avez fait des débats plusieurs fois dans les universités, vous en avez parlé pendant longtemps. Moi, je voudrais poser la question, que fait l'université de Kinshasa, que fait celle de Kisangani et de toutes les autres provinces, en commençant même par l'université de Goma, mais au-delà de tout, que fait la RTNC, notre média national? Oui, je n'ai pas d'abord de l'université. Le problème de l'université ici, Oui. si vous voulez tuer la société, on tue l'université. C'est ce qui nous est arrivé. Parce que ça, c'est mon analyse à moi. Vous voyez, nous sommes trop riches. Nous sommes une puissance. Le Congo, c'est une puissance. Et ceux qui veulent nous garder sous leur domination et nous piller n'ont pas intérêt à ce que le Congo soit stable. Que faire? Il faut casser l'université. C'est l'université qui produit des élites pour la gestion de la société. Qui produit la pensée même. La pensée, tout ça. On casse l'université. Donc, dès qu'on casse l'université, vous avez déjà médiocre, comme on le voit aujourd'hui. Mais reconstruisez-la. Non, non, ça c'est une décision politique. Ça, c'est la décision politique. Les hommes politiques doivent décider, nous voulons être puissants, être développés. Il faut refaire l'université de Kinshasa. Je passe souvent là-bas. C'est une catastrophe. Ni bibliothèque, ni laboratoire. Vous êtes parti où? Et quand on parle seulement de l'université de Kinshasa, on n'est même pas sur les 100 universités africaines. On n'en est pas. On n'est pas dedans. Mais regardez même comment est-ce qu'on paie les professeurs d'université. Regardez comment est-ce qu'on fait des tests de complaisance. Regardez comment les journaux, comment on appelle ici, les étudiants corrompent pour avoir des diplômes. Vous voulez avoir quoi? Donc, c'est le travail de ceux qui sont encore lucides, comme les Kamana et les autres, il y en a encore beaucoup, doivent engager ces débats dans les médias, librement. Parce qu'ici, tout est politique. Quand quelqu'un vient faire un débat, il s'attend à un petit poste. Voilà les drames de ce pays.
C'est lié à une histoire que nous avions eue. Les gens vous accusent aussi d'avoir obtenu le poste à travers vos discussions, longues discussions sur la balkanisation et tout. Ça vous a valu un poste à la RTNC. J'ai écrit un livre sur ça. Je ne pense pas que ce qui est vrai, c'était ça, c'est le travail que j'ai fait. J'étais parti à la RTNC pour parler de la balkanisation. Et puis après, on n'entend plus. Pas de débat, on ne connaît pas Bounaganda, on ne connaît pas nos frontières, alors que la RTNC devait nous aider à y arriver. Je vous parlais en tant qu'intellectuel. Parce qu'avant de parler de la RTNC, j'étais au potentiel, comme directeur général du potentiel, du coup de presse potentiel Télé 7. C'est là où vous m'avez connu avec toutes les conférences. Est-ce que vous posez la question pourquoi les potentiels de Télé 7 ont disparu aujourd'hui? Voilà des questions de fond. Pourquoi ce parti du potentiel de Télé 7? Ce sont nos amis globalistes, mondialistes, qui avaient peur du discours de la balkanisation. Comme ils ont les projets. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que dans les médias congolais, on n'en parle pas. Ouais. Comme ça, l'opinion oublie. Oui. Comme ça, ils reviendront après. Et l'image qu'on donne à l'extérieur, oui. Les Congolais sont des idiots. Regardez ce qui fait à Kinshasa. L'exemple est là. Comment expliquer? L'année prochaine, le président Tshisekedi prend la tête de l'Union africaine. À Kinshasa, il y a encore des gens qui montent des coups pour le destituer. Est-il normal? Voilà des questions de fond. Il y a des hommes dans ce pays, il y a des intellectuels, entre notre pays, que pour la première fois, on va parler de nous-mêmes, pas passer par des intermédiaires. Ce que dit le président, il va mener tout, les questions du Congo, on en discute. À Kinshasa, les gens montent des coups, non, il faut les destituer. Tout ça, il faut qu'on comprenne. Nous sommes une grande puissance. Et les concurrents ne veulent pas qu'on soit stable. C'est l'enjeu. Oui, mais on passe par de nègres de service qui sont ici, et dans les médias, et dans les pouvoirs. Mais aujourd'hui que vous êtes à la tête de la RTNC, pourquoi qu'est-ce qui vous empêche de refaire exactement ce que vous étiez en train de faire dans un média local? Je me rappelle encore qu'on avait, il y a des moments où nous, étudiants, en ce moment-là, on n'allait même pas au cours, on venait participer à la conférence. Parce que là, au moins, on écoutait ce qui s'est passé. Et moi, je crois avoir appris beaucoup de choses sur le Rwanda, sur le Congo, sur la balkanisation. On apprenait beaucoup. Mais aujourd'hui, vous êtes à la RTNC. Pourquoi nous n'avons pas ce débat-là dans les grandes universités? Oui. Si j'ai pris l'exemple du potentiel, pour savoir pourquoi je suis parti au potentiel. Donc, les discours dérangés. J'étais en Amérique pendant 21 jours pour comprendre, on était formés pour comprendre au département d'État, pour comprendre comment la politique étrangère américaine fonctionne. Tu peux t'imaginer une dame, Catherine, qui était ici, elle m'appelle de côté, elle me dit, on est inquiet pour votre propre pays. Parce qu'il n'y a pas un leadership qui émerge. Alors que, quand vous regardez depuis que l'Afrique est arrivée, tout est fait pour casser le pouvoir à Kinshasa. Tout est fait. Qu'il n'y ait pas un leadership fort. Et pour cela, on a disséminé des Antilles, je dirais un peu dans la population, partout. Des gens qui travaillent contre nous. Les Rwandais, tout comme l'Ouganda, sous-traitent. Mais qu'est-ce qu'ils sont derrière? C'est ce qui était en 1885 à Berlin. Voilà le problème. Voilà pourquoi vous ne devez pas vous chamailler comme des enfants ici. C'est relire cette histoire pour nous permettre de savoir, quand même, pendant 60 ans, on est où? Donc, le problème ici, ceux qui étaient à Berlin ne veulent pas un discours patriotique, un discours où le Congo est stable. Il faut se préparer à ça. Tout est question de rapport de force. Le chef de l'État arrive à Goma, oui. Il dit au peuple de Goma, d'abord avant, quand il est candidat, il dit « Je vous ramènerai la paix ici. Je ne dormirai pas en paix tant que vous ne serez pas en paix. » Quelque temps après, il part, il dit à cette même population, il dit je suis prêt à donner même ma vie pour que vous ayez la paix. En rentrant, son avion fait un crash, tout se complique, et puis un silence radio, il ne parle plus de la même manière. Qu'est-ce qui change dans le discours? Quelle est la lecture que vous faites? Je pense que deux choses. D'abord, quand vous prenez, quand le président Tshisekedi a fait cette déclaration, il a fait notre déclaration aux Nations Unies pour parler de Lumumba. Oui. Il a dit, si Lumumba n'était pas assassiné, aujourd'hui le Congo serait où? Je n'ai pas compris. C'est révélateur. Donc c'est quelque chose qui sort de lui. Et l'autre élément, c'est Mouzé Kabila. Mouzé Kabila, ça c'est Diana Dikoupa, qui est journaliste, qui m'a raconté. Mouzé, 3 mois avant sa mort, son assassinat,
Je pense que tu étais chez l'Avenir, non? Oui. Ok. Yann était à l'Avenir. Ils ont écrit un livre, un article. On veut avoir la tête de musée dans 3 mois. Un militaire, un général a amené des troupes. Je pense des Mia pourquoi. On a encerclé l'Avenir. On a pris tous les éléments, tous les matériels et autres. Et musée a envoyé chez Okuchundu. D'abord, Erodia, ça n'a pas marché. Il a envoyé chez Okuchundu pour dire il faut demander aux militaires de partir. Après insistance, négociation, ils sont partis. Diane me raconte qu'un jour, il voit Erodia. Il lui dit non, il faut le musée veut te voir. On n'a pas fixé la date dans la voiture. Il se trouve devant le musée. Le musée lui dit, Diana, ce que tu as écrit, c'est vrai. On veut ma tête. On me demande des choses que je ne peux pas faire ou m'accepter. Je préfère mourir. Vous qui restez, continuez la lutte. 3 ans après, le musée est assassiné. Quand je prends ce discours de Tshisekedi Diagoma, je les compare. Ça signifie qu'il y a menace. Ça signifie qu'il faudrait maintenant au niveau des médias, l'opinion, si on n'est pas capable de protéger nos élites, on va tous les assassiner. Retenez ça, ça c'est une donne. Si on ne protège pas nos élites, on va les assassiner. Ça signifie quoi? Il faut au niveau des médias, au niveau des élites intellectuelles, qu'il y ait une opinion. Ce qui manque, tu vois. Tu serais déjà parlé. Comment son discours n'est pas repris? C'est la question. Ce qui est bizarre, hein? Personne n'en parle aussi. Personne. Personne n'en parle. Mais par contre, ce qui est curieux, tu vois, les gens parlent, non, en 2023, il y a élection. Mais si le Congo disparaissait, il y aura élection où? Voilà l'importance des intellectuels. Est-ce que la menace est aussi grande comme ça, que ça, par exemple? Que La menace de la balkanisation. De quoi avons-nous peur ou de quoi devrions-nous nous inquiéter en réalité? La balkanisation, les tueries, les pillages ou tout ça mis ensemble? Non, c'est d'abord, si on a peur de la balkanisation, nous devons construire ce qu'on appelle la politique de puissance. Si nous sommes puissants, ni le Rwanda, ni l'Ouganda ne peuvent pas jouer ici. Mais comment on fait pour être puissant? Ça veut dire qu'il faut d'abord une pensée géostratégique importante. La pensée manque chez les Congolais. Même ceux qui pensent sont soit marginalisés, soit écartés du pouvoir. Est-ce que, regardez, je m'excuse, notre gouvernement, est-ce que vous êtes fiers? Certains de vos ministres? On ne peut pas être fier de ce gouvernement. Moi, j'ai fait les Cameroun. J'ai fait Abidjan, donc la Côte d'Ivoire. Je vois la qualité des ministres. Mais non, comment est-ce que nous pouvons avoir des médiocres? Pensez-vous qu'on peut aller plus loin avec des médiocres? Et pourquoi nous tous, on est complices? Personne ne parle. Pourquoi? Donc, ça signifie que nous sommes en face des élites qui ne sont pas la dimension, la grandeur du pays. Il faut changer l'élite. Alors, si nous parlons des États-Unis, par exemple, aujourd'hui, il y a un vrai débat américain, mais je ne comprends pas pourquoi l'intellectuel congolais ne s'y intéresse pas. Parce que la question de l'Est est toujours au cœur des Américains, au cœur d'un bloc de l'Amérique. Il y a d'un côté Donald Trump, il y a de l'autre côté Joe Biden qui représente certainement une idéologie. Alors, aujourd'hui, à quel niveau devrait se situer les débats congolais? J'ai dit notre chance. J'ai dit notre chance. C'est l'arrivée de Trump au pouvoir. Comment ça? Rappelez-vous, en 2017, il y a Madame 2018, Madame Nikki Haley. Elle est venue ici. D'ailleurs, on préparait les chaos parce qu'il n'y aurait pas d'élection. Madame a été reçue par le président Nanga, la CENI, dès qu'il est sorti, elle a fait une déclaration. Vous devez faire les élections en 2018. Si vous ne les faites pas, c'est votre problème. Et Mme Nikki Haley a eu des discussions avec le président Kabila pendant 2 heures. Rien n'a filtré. Donc, avec l'arrivée de Trump, la chose a tourné. Donc, les gens qui étaient proches de Clinton, en commençant par Mme Susan Rice, hein, ce sont ses mémoires, c'est publié en 2019 ici, oui. C'est elle qui était à la manœuvre, d'abord, quand il était sous-secrétaire d'État, je pense, sur les affaires africaines, sous Clinton, et ça fait une période, il y a eu
Et donc, c'était j'étais proche du président Kagame. Et puis, il est arrivé aux Nations Unies. Vous pouvez vous imaginer. Les experts des Nations Unies amènent les rapports sur le Congo. C'est pour que vous compreniez que les enjeux sont tellement importants. Ce n'est pas vos querelles de mangeurs de foufou ici. On amène les dossiers, les rapports sur les tueries à l'Est. On amène ça aux Nations Unies. Cette dame s'oppose. Il y a même un article qui a été publié par Foreign Policy. C'est un magazine de Washington Post. Parce qu'on prévoyait qu'elle serait, si on pouvait la prendre comme un policier de Biden. Mais dans l'article, on montre que elle, proche de Kagame, a empêché ou bien a retardé qu'on discute sur les rapports des Nations Unies et surtout qu'on ne fasse pas les liens entre l'M23 et les Rwandais. Elle, l'article est publié, je pense, c'était cette année, chez Washington Post. Ceux qui ne veulent pas, n'ont qu'à vérifier. Ça signifie quoi? Les proches de Clinton, les mondialistes, les globalistes, ont eu à beaucoup jouer sur nous. Donc actuellement, les débats en Amérique, c'est entre souverainistes et mondialistes et globalistes. Les souverainistes, c'est représenté par Trump, qui dit American First. L'Amérique d'abord. Il dit, ça ne sert à rien d'aller faire des aventures ailleurs, enrichir d'autres personnes, alors que la population américaine est pauvre. Elle veut s'occuper de l'Amérique. Le reste, ça ne les intéresse pas. Il a parlé aux Nations Unies, à tous les chefs d'État africains, du monde. Défendez vos propres intérêts. Et l'Amérique n'est pas là pour encore imposer ses valeurs. C'est terminé. Mais maintenant, vous êtes en face de Joe Biden. Qui lui veut contrôler le monde. Pas contrôler. Donc, c'est une idéologie. Donc, ils aiment toujours être à l'extérieur, les démocrates pour la plupart. Ils aiment toujours aller faire des affaires à l'extérieur. Et derrière eux, il y a les globalistes, les hommes d'affaires qui jouent en bourse. Le groupe pharmaceutique. Tout ça. Ils sont derrière le truc. Et c'est comme ça qu'ils sont en face avec le Trump. Notre chance, quand j'ai dit c'est l'arrivée de Trump, imaginez-vous, les jours où Tshisekedi est élu président, il y a des événements importants. Première chose, premier événement, l'ambassadeur américain, l'actuel, est parti le voir. Il était ça, il n'y aurait rien. Deuxième élément, le président Kagame, président de l'Union africaine, qu'est-ce qu'il a dit quand on voulait proclamer Tshisekedi par la Cour constitutionnelle? Non, attendez, j'arrive. Ouais, attendez, c'était quand même terrible. Hein? Il y a eu un débat entre l'Union africaine, de toute façon, il n'était pas mandaté par l'Union africaine, et la SADC. La SADC a dit, pas question, les questions de ressources régionales, c'est la SADC qui débatte et qui trouve une solution. Restez là-bas. Et autre élément, c'est la population. Le peuple n'était pas prêt à accepter des injonctions de l'extérieur. Donc, si Mike Hammer n'était pas voir Tshisekedi, vous avez vu le comportement des Européens, tout c'était contre. Ce sont des choses que les intellectuels, je dis les intellectuels, pas les politiques, doivent éclairer notre peuple. Parce que ce qui se joue ici, c'est d'abord l'indépendance économique. Ce qui se joue ici, c'est aussi, je dirais un peu, l'unité du pays. Parce que chaque fois, quand il y a, c'est ça les Allemands un peu géopolitiques, quand il y a une nouvelle puissance qui émerge, il y a l'affrontement, on reconfigure le monde. Alors, mais Félix Tshisekedi lui-même dit, par exemple, qu'à l'Est, le problème est beaucoup plus complexe. Il dit que les Congolais sont dedans. Il y a les notables, les jeunes qui n'ont pas d'activité. Il y a les politiques, il y a l'armée. C'est d'abord complexe. Il a dit au Lingala, il dit, bateau ça la makelele na Est kuna, ezaba Congolais, bisomoko, tout ça, pe na kati ya makambo. Alors, à partir de quel moment les Congolais sont rentrés dans le jeu pour tuer les Congolais et servir de la main-d'œuvre à toute aventure? Non, je pense que tout est parti de la FDL. Parce que vous ne comprenez pas ceci. Comment nous sommes en guerre? Les Rwandais deviennent premier producteur du coltan. L'Ouganda, de l'or. De l'or. Ça signifie que cette guerre, c'est la guerre de business. Les Rwandais sous-traitent, il a des miettes. Mais les véritables patrons sont de l'autre côté. Parce que les Rwandais ne fabriquent pas de l'or, ne fabriquent pas des bijoux. Dès que ça passe par les Rwandais,
ça part où? Chez En eux, Occident. encore une fois, en Occident. Ce sont les entreprises occidentales qui vont vendre en Chine. Mm. L'or, ça part où? En Occident. Mais il faut aussi expliquer. Actuellement, ce sont des données, je dirais, qui ne peuvent pas changer. Tant que le Congo est instable, les régimes au Rwanda, en Ouganda, vivront. Les gens, on va fermer les frontières, on va maîtriser nos richesses, on va les protéger. Les régimes au Rwanda, en Ouganda vont tomber. Et là, le capitalisme occidental prédateur n'est pas prêt. Voilà la donne. Ouais, le président Félix Tshisekedi, à Rome, cette fois-ci, on lui pose une question si simple. On pose la question de comment ça se passe qu'à l'Est, les gens meurent tous les jours. Quelle est la solution? Il dit bonne réponse, bonne question, mais je n'ai pas de réponse. Si j'avais des réponses, on allait mettre fin à cette guerre. Alors, est-ce que c'est une déchéance, un échec de la pensée d'être dirigé par un président qui n'a pas de réponse à donner au Non, non, ou c'est la diplomatie? Il vient de faire une déclaration ici au 115e session des Nations Unies. Il a dit clairement. Il a dit on ne saura pas mettre fin à cette guerre sans la communauté internationale parce que les gens sont identifiés, c'est bien connu. Il faut parvenir à les sanctionner. Qui peuvent les sanctionner? Alors si ce sont eux-mêmes les auteurs, comment ils vont les sanctionner? Non. Est-ce que ce n'est pas une hypocrisie historique finalement? Non, c'est pas. Nous sommes naïfs. Alors, vous avez des richesses. Vous pensez qu'on viendra vous laisser tranquille? Alors, mais pourquoi il dit ça? C'est ça que j'ai dit. Non, mais c'est une réalité. Je prends notre exemple de cette guerre. En 2008, Obama entre au pouvoir. Le 20 janvier. Le 19, il y a eu une conférence ici. On avait servi le professeur Biyoya le soir. Le même soir, la guerre à l'est du Congo était terminée. Parce qu'Obama a demandé, on ne voudrait pas entendre ça, arrêtez. Et pourquoi Kabila avait démissionné? Donc il y a une forte pression extérieure. Il dit, faites du semblant, comme si vous êtes entendu, comme ça, Obama peut laisser tranquille. Ce qui s'est passé, les 20 là, les 19 fois c'était fini, la guerre est terminée. Vous pensez que c'était les Congolais, les Rwandais qui s'est mis d'accord? Ça vient de l'extérieur. Alors il faut mettre la pression au niveau de l'extérieur. Deuxième élément, pour vous expliquer, quand Tshisekedi parle, la guerre de 2023, la guerre éclate. D'abord, on attend avec Mkunda, on fait la guerre, on amène des armes. On prend toutes les armes. On ne comprend pas. Et n'oubliez pas, c'est M. Obasanjo qui venait ici en disant qu'il va réconcilier les Congolais et tout ça, qui demande quelquefois au Mkunda de continuer à faire la guerre. Vous comprenez? Les gens qui viennent ici en disant qu'ils vont nous réconcilier, pour la plupart, sont des fauteurs de troubles. Parce qu'ils sont envoyés. Et ça, c'est du côté de Mkunda. Je prends l'exemple de M23. Après la guerre M23, qu'est-ce qu'il a fait? Après CNDP, M23 apparaît. Juste après les élections, je pense que c'est 2011. Ils prennent l'Est, le Goma. Ce jour-là, la MONUSCO a fui et nos militaires sont repliés sur Bukavu. Et quand la guerre... donc, c'était l'armée rwandaise. C'était l'armée rwandaise qui était dedans. Avec toutes les armes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que ça va. Maintenant, il faut utiliser la diplomatie. Avant d'attaquer. William Hague, le ministre des Affaires étrangères britannique, et l'autre, c'est qui John Kerry, ils ont appelé Kagame à retirer des troupes. Kagame a retiré ses troupes. Et au même moment, pour que vous compreniez, parce qu'on est tellement naïf, on croit toujours en tout le monde. Au même moment, Madame, comment on appelle ici, Robinson, qui était envoyée spéciale des Nations Unies, demanda à ce que M23 reste pendant 5 ans, c'est cette période, donc cet espace, c'était ce qu'on proposait à l'État congolais. Quelqu'un qui est toujours au pouvoir, je ne peux pas citer son nom, il a dit on peut négocier pendant 10 ans, on ne cédera pas. Donc quand je prends tous ces éléments, il faut savoir que notre malheur vient de l'extérieur et vient du capitalisme occidental prédateur. Que faire maintenant? Ça, c'est le problème. Parce que finalement, on a appris ça pendant longtemps. Ouais. Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter cette situation? Première chose, c'est avoir la volonté de puissance. Je viens de le dire ici. Qui? Le Congolais. Ouais. Quand tu dis ce n'est pas un individu, ce qui n'est qu'un individu. Il dit qu'il faut que ça soit au niveau de l'opinion. Journalistes,
intellectuels, religieux, avoir la volonté de puissance. Nous sommes puissants parce qu'on a des éléments de puissance pour conduire un rôle important. Malheureusement, on n'a pas encore ces gens-là. On n'a pas ce que je peux appeler la masse critique. Ça manque beaucoup. Il y a quand même des causes lointaines qui peuvent expliquer. Et deuxième chose, cette volonté de puissance exige à ce qu'on ait une armée forte. Or, notre armée, à travers les mixages et brassages, on nous a infiltrés sérieusement. On nous a beaucoup infiltrés. Qui ne connaît pas ça? Parce que dans une de vos tribunes, vous étiez en train de demander qu'on puisse refaire notre armée. Mais il faut refaire l'armée. Oui. En refaisant l'armée, il faut des critères. Il faut d'abord... Quelle est la vision de l'armée? Tu vois, les Américains, tout comme les Chinois, les Américains meurent pour la liberté. Un militaire américain, il se bat pour la liberté. Un militaire chinois, il se bat pour la souveraineté de son pays. Et un Congolais meurt pourquoi? Donc ça signifie qu'au niveau de l'armée, il faut donner une idéologie. D'ailleurs, il y en a qu'on parle déjà avec, comment on appelle ici, je peux dire un peu, l'idée que l'armée a repris de Mosé Kabila, n'est jamais trahi le Congo. Oui. Si on peut donner cette philosophie à tous les militaires, que vous vous battez pour ça. Mais il faut la mobilisation, il faut qu'il... Non, il faut d'abord former les gens. Ça Oui. suffit qu'il faut que les gens imprègnent. Oui. Quand l'enfant grandit, il dit non, ça c'est à toi. L'enfant grandit avec ça. Si quelqu'un, avant d'entrer à l'armée, on lui dit tu meurs pour le Congo. Mais en mourant, il faut que dans la société, qu'on sache, l'armée et un militaire, quand il meurt, il a quand même droit aux honneurs. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Mamadou Ndala est décédé, puis on n'a plus parlé de lui. Alors, deux questions pour terminer cette émission. Est-ce que Félix Tshisekedi est à la hauteur de sa tâche et surtout de la question sécuritaire à l'est du pays? Oui, je pense que Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au hasard là-bas. Il n'y a pas d'hasard. C'est le travail fait par Etienne Tshisekedi. Et imaginez-vous, pendant 30 ans, vous êtes la génération de contestataires. Vous tous là. Vous avez grandi pendant cette période où on contestait Mobutu. Donc les gens voulaient être indépendants, être libres. Donc il faudrait que, pour que Tshisekedi réussisse, il faut qu'il y ait une pensée au niveau de la population. Quand tu dis population, d'abord les élites, qu'ils sachent qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accessoire. Ça, c'est un. Et deuxième chose, qu'on évite les, comment dirais-je, qu'on désaliène notre élite intellectuelle. Parce que le problème, ce n'est pas la population. C'est l'élite. C'est l'élite qui est médiocre, Oui. qui est aliénée, qui a été formée pour servir les intérêts étrangers et leur vente. Est-ce que, la dernière question, est-ce que vous croyez, on va terminer, est-ce que vous croyez en une sorte d'occupation congolaise, le message véhiculé par Rwanda et les autres? Sommes-nous sous-occupés? Ou sommes-nous occupés, pardon? Non, je pense que le Congo n'a jamais, depuis 1885, est toujours occupé. Parce que ne voyez pas ces nègres que vous voyez ici. Les nègres sous-traitent. Les patrons sont à l'extérieur. Pourquoi l'élection qui a posé problème? C'est parce que dans l'imaginaire de... Ça a échappé au contrôle de... Effectivement. Le Congo, c'est une entreprise internationale. C'est lui qu'on doit mettre, doit dépendre du capitalisme international. Voilà les trucs, on appelle ça, les accords de Genève. On a tendance à oublier. Je dis que si on avait des gens lucides, c'est expliquer à notre peuple. Tant qu'on ne fait pas de sacrifices, tant qu'on ne s'organise pas, nous serons des esclaves des autres. Donc, ce n'est pas des problèmes de qui c'est qui dit seul, c'est le problème de tous les Congolais. Et tous les Congolais, ce sont les élites qui doivent orienter la masse. Mais curieusement, l'élite est corrompue, l'élite est médiocre, il faut la changer. Sommes-nous occupés par le Rwanda ou sommes-nous occupés par les puissances, comme vous dites là, les puissances internationales, donc auquel cas le Rwanda ne serait qu'un sous-traitant? Rappelez-vous de cet état encore jeune, ce qui s'est passé à Sun City. Depuis Sun City, toutes les puissances régionales africaines sous-traitent le monde occidental. L'exemple. Macron invite Kagame, le président angolais, à Paris pour parler du Congo. Est-ce qu'on va inviter Kabila? Voilà des questions. Donc, le Congo a besoin des hommes. Quelquefois, on n'est pas d'accord avec Mobutu. Il faut se reconnecter à cette grandeur. Il faut de l'ambition, il faut de la fierté. Oui, la fierté, la grandeur. Parce que le pays a besoin des gens qui rêvent grand. Quand l'élite ne rêve plus, le peuple ne peut pas suivre. Vous êtes tous dans la mangeoire, dans la bière, on ne voit pas l'avenir. Donc il faut que la jeunesse rêve grand. Et pour cela,
Il faut qu'il y ait des gens qui doivent se sacrifier. Sans ça, il n'y aura rien. Merci beaucoup, M. Freddy Boulomba. Je rappelle que vous êtes responsable à la RTNC aujourd'hui, directeur général, adjoint à la RTNC. Bon, on va dire adjoint si vous voulez. Et vous êtes penseur, vous êtes écrivain, vous êtes un grand analyste de notre pays. Je crois qu'on va revenir encore un autre jour pour parler des Banyamulenge et de nos tribus, de nos ethnies, qui sont à la limite source de nos problèmes. Parfois, on explique mal. Je me rappelle encore combien ils ont insulté Félix Tshisekedi pour avoir dit que les Nyamulenge étaient des Congolais. Oui. Mais ça était terrible. Quand j'ai posé la question à un frère, j'ai dit, les Nyamulenge, ils sont qui? Il dit, alors pourquoi tu débats si tu ne connais pas? Alors on va en parler, et surtout sur le rôle de l'intellectuel dans ce pays. L'autre fois, vous étiez en train de parler du rôle des intellectuels. Le pays était encore sous Kabila, était encore dans ce format-là. Mais aujourd'hui que nous sommes dans une sorte d'alternance politique, quelle est la mission que l'intellectuel doit jouer en ce moment? Je crois qu'on en parlera un autre jour. Sans problème, cher ami. Mesdames et messieurs, ça en est fini pour aujourd'hui. Prenez le temps de lire les ouvrages. Aujourd'hui, on a eu le temps de lire, mais le DG m'amène un livre en anglais, donc bizarrement, il faut que j'apprenne d'abord l'anglais. Et merci beaucoup en tout cas. À vous tous, je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Maman Martin shop Africa Union. Mais quand tu es biloko ya wanalini yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo balobi bio Africa Union. Tout à na basinois sino kolie pa ya sino kolia nini. Ndeko na yo azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzomo eyali enkuba baniwa balobi enjenje ezali zakomba kangane mpoto ya mbisi balobi nyama ya botunya bokombo to ezaga ne kala ngando ndengalali na basi oyebike na sutu ezakolia na peti po mama mande ya solo po bato comprendre te mawa bakongolais où allons-nous mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na